Pokrovsk. Avant la guerre, peu de gens hors de l'est de l'Ukraine connaissaient cette modeste ville industrielle de l'oblast de Donetsk, qui comptait environ 60 000 habitants. Pendant près de 2 ans, elle a été l'un des points centraux de l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine. De début 2024 à fin 2025, les forces russes ont déployé hommes, blindés, artillerie et drones pour la bataille de la ville, avançant lentement à travers champs de mines, tranchées et la résistance ukrainienne acharnée. L'avancée était douloureusement lente, souvent mesurée non pas en kilomètres, mais en mètres. Lorsque les troupes russes ont finalement pénétré dans les ruines de Pokrovsk en décembre 2025, la bataille était devenue le symbole de toute la guerre. Un effort colossal, des pertes énormes et un gain stratégique douloureusement faible. Parce que même si le Kremlin a déclaré la victoire, la prise de Pokrovsk n'a pas apporté la percée que Moscou espérait. Après avoir pris la ville, la Russie ne peut rien en faire. Voyons comment les contre-attaques de l'Ukraine ont tiré parti du pari du président russe Vladimir Poutine et l'ont transformé en l'un des plus grands succès militaires de Kiev. Pendant que la Russie concentrait ses ressources sur la bataille de Pokrovsk, l'Ukraine freinait ailleurs les avancées russes sur le front. Dès fin décembre 2025, alors que la Russie proclamait sa victoire, l'Ukraine lança des contre-attaques profitant de l'immobilisation de nombreuses forces russes près de Pokrovsk. Les forces ukrainiennes ont repris environ 300 km² en moins de 2 semaines, en février 2026, éliminant au passage ce qui équivalait à près de 2 régiments russes complets. En revanche, la Russie avait capturé environ 70 mètres par jour à Pokrovsk de février 2024 à janvier 2026. C'est encore plus lent que la bataille de la Somme durant la Première Guerre mondiale. De plus, l'Ukraine a affirmé avec audace que le rythme de progression signifie que certaines parties de la région pourraient être qualifiées de zones grises, où aucun des deux camps ne peut exercer un contrôle effectif ou significatif. Lorsque la Russie avance vers un grand centre régional, l'Ukraine contre-attaque ailleurs pour la repousser. C'est essentiellement un jeu de la taupe militaire. Par exemple, dans l'oblast de Koursk en Russie, la ville de Soudja est devenue un épisode bref mais humiliant pour le Kremlin. Les forces ukrainiennes se sont emparées de la ville lors de leur offensive surprise au-delà de la frontière en août 2024, montrant la vulnérabilité du territoire russe. Moscou a finalement repris Soudja en mars 2025 après une contre-offensive majeure. Mais cet épisode a brisé le récit selon lequel la Russie contrôlait totalement ses propres régions frontalières et a forcé le Kremlin à détourner des troupes et des ressources du front ukrainien. Selon des analystes militaires et des images géolocalisées, le Kremlin perd du terrain et la guerre de l'information face à sa propre structure de commandement. Ces commandants rapportent souvent à leurs supérieurs des victoires fictives, qui influencent ensuite l'allocation des ressources. Cela dépasse la simple apparence sur le champ de bataille. L'Ukraine agit comme si elle gardait un avantage structurel permettant de maintenir la pression offensive et d'absorber les attaques russes. Elle inflige de lourdes pertes aux formations russes à grande échelle et conserve aussi cet avantage mince mais réel sur le front. Pour Kiev, chaque contre-attaque, même à Pokrovsk, est un message politique affirmant que la guerre continue. L'issue n'est pas décidée, et l'armée ukrainienne n'a pas abandonné l'initiative. Maintenant, Pokrovsk n'est pas simplement une ville ukrainienne comme les autres. Avant la guerre, c'était un centre clé de la logistique dans l'est de l'Ukraine, avec un carrefour ferroviaire et routier approvisionnant une grande partie de la ligne de front du Donbass. Analystes occidentaux, commandants ukrainiens et planificateurs russes comprenaient tous la signification théorique de sa prise. Un étranglement des routes de ravitaillement ukrainiennes, une pression en cascade sur les positions voisines, et un point d'appui stratégique. En bref, Pokrovsk est exactement le type d'objectif censé justifier les pertes que la Russie subissait pour l'atteindre. L'armée russe a obtenu une ville en ruines à la place. Les forces ukrainiennes avaient réorganisé la logistique, renforcé des couloirs d'approvisionnement alternatifs et préparé des positions de repli pendant des années. Quand les soldats russes traversèrent les ruines de la ville, sa valeur stratégique avait presque disparu grâce à une planification minutieuse. L'Ukraine n'a perdu qu'un ancien centre logistique. J'insiste sur ancien. 3 ans et des centaines de milliers d'hommes dépensés par le Kremlin à poursuivre une cible mouvante. C'est sans doute le constat le plus accablant de l'effort de guerre russe. À leur arrivée, ce qu'ils voulaient avait disparu. L'échec russe à exploiter Pokrovsk n'est pas survenu isolément. Lorsque l'on examine les implications plus larges de la guerre d'usure qui a eu lieu en 2024 et 2025, il semble évident que l'Ukraine ne pouvait obtenir qu'un succès limité pour ralentir l'avancée russe. Encore une fois, cela semblait évident. Après tout,
L'Ukraine combattait un adversaire qui, sur le papier, avait l'avantage du nombre. La Russie a lancé la guerre avec davantage de soldats, de véhicules blindés déployables, et une industrie de défense bien plus grande, capable de fabriquer à grande échelle les consommables, notamment les munitions d'artillerie, nécessaires à la guerre moderne. Mais ces avantages ont entraîné des progrès très lents. Début 2026. La Russie avait déjà subi environ 250 000 morts sur l'ensemble de la guerre, et pourtant son offensive n'avait produit que des gains marginaux. Pokrovsk est devenu l'exemple le plus clair. D'énormes ressources dépensées, des pertes massives subies, et au final, guère plus qu'une ville en ruines à montrer. Pour Moscou, le message a une toute autre portée. L'identité politique de Poutine et la justification de son pouvoir reposent, ces 4 dernières années de souffrances économiques et d'1 million de victimes en guerre, sur la promesse d'une victoire décisive. Les objectifs initiaux étaient de prendre Kiev, dissoudre le gouvernement ukrainien et réintégrer l'Ukraine dans la sphère d'influence russe, voire la fédération. Mais chaque jour qui passe sans que ces objectifs soient atteints est un jour où le récit s'effrite un peu plus. Il devient de plus en plus difficile de maintenir ce récit. À l'étranger, le Kremlin doit redoubler d'efforts pour entretenir la propagande de fausses victoires et de revendications sur des terres agricoles dans la région rurale de Donetsk. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège mais aussi chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Un seul abonnement suffit sur tous vos appareils, sans limite, pour naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Énormément investir dans les infrastructures pour acheminer troupes et munitions sur le front. Cette infrastructure commence à montrer des signes de faiblesse d'une manière qu'il sera très difficile d'inverser. Les chemins de fer russes, connus sous leur acronyme RZHD, sont le monopole d'État qui transporte environ 87% de tout le coton russe. C'est la colonne vertébrale d'un pays couvrant 11 fuseaux horaires et de la chaîne d'approvisionnement militaire russe. Début 2026, RZHD porte près de 4 000 milliards de roubles de dette, ce qui équivaut à environ 52 milliards de dollars. C'est la plus forte hausse de prix de la société en 16 ans. L'entreprise a enregistré une perte nette. En 2025, sa première, en 5 ans. Ses réserves de trésorerie ont été divisées par 12 passant de 251 milliards de roubles à seulement 21 milliards de roubles. Elle a dû envoyer des employés en congé sans solde, licencier du personnel et réduire son programme d'investissement de 25%. Le gouvernement russe est même allé jusqu'à ordonner la vente en urgence d'un gratte-ciel de 62 étages à Moscou, que RZHD avait acheté seulement 2 ans plus tôt, en 2024. C'est un vide-grenier pour compenser la lourde perte économique de l'entreprise et répondre aux exigences du gouvernement. La colonne vertébrale est brisée et la douleur se ressent aussi sur le champ de bataille. Depuis 2022, les expéditions militaires sont prioritaires sur le réseau ferroviaire, évinçant le fret commercial et réduisant les revenus dont RZHD a besoin pour rembourser sa dette. Les volumes de fret ont chuté de 4% en 2024 par rapport au niveau d'avant l'invasion, atteignant leur plus bas niveau en 15 ans, et ont continué de baisser à un rythme accéléré de 6,7% au cours des 9 premiers mois de 2025. Environ 200 trains sont annulés chaque jour parce que RZHD manque de 2500 conducteurs et de 3000 membres d'équipage de locomotives. Et le budget de l'entreprise pour 2026 a déjà été réduit de 20% par rapport à l'année précédente. RZHD s'effondre tandis que le gouvernement russe tente de la sauver. Avant la guerre, les revenus de RZHD représentaient 2,5% du PIB russe. Aujourd'hui,
elle dépend de l'État qui la soutient via prêts forcés, liquidité ou annulation de dettes. Cette entreprise est trop grande et importante pour faire faillite, ce que Poutine et la direction savent. Le problème de la chaîne d'approvisionnement ne concerne pas seulement le rail, l'aviation civile russe s'effondre aussi. Les sanctions occidentales ont isolé les compagnies aériennes russes des chaînes d'approvisionnement nécessaires aux avions modernes. Plus de la moitié de la flotte russe d'appareils occidentaux pourrait être immobilisée d'ici mi-2026 à cause du manque de pièces détachées. Les compagnies aériennes pratiquent la cannibalisation sur des avions fonctionnels pour en maintenir d'autres en vol, une méthode risquée et contre-productive car chaque avion démonté réduit la flotte disponible. Volga-Dnepr, l'un des principaux transporteurs de fret russes, a transféré 8 avions à Aeroflot, admettant qu'ils ne pouvaient plus être entretenus comme actifs indépendants. La Russie avait des plans ambitieux pour remplacer sa flotte dépendante de l'Occident par des avions produits localement. La production est constamment restée sous les objectifs. Souvenez-vous qu'à la fin de 2023, le Kremlin a fait une déclaration audacieuse en affirmant qu'il ajouterait 1000 avions à sa flotte commerciale d'ici 2030. Au lieu de cela, les usines n'ont produit que 5 nouveaux avions pendant les années 2024 et 2025. L'objectif a été discrètement révisé à la mi-2024 pour refléter une production moindre, et même cela n'a pas suffi. Après ce qui semblait être un échec total à maintenir une quelconque capacité nationale, le plan a été abandonné sans ménagement à la mi-2025 et n'a jamais été évoqué de nouveau par les médias russes. La production aéronautique n'est pas la seule industrie russe en difficulté. Pour en savoir plus sur d'autres secteurs, abonnez-vous à The Military Show. Nous vous offrons les dernières analyses et mises à jour en temps réel. Pour revenir à l'effondrement de leur industrie des transports, la Russie est un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, avec environ 8000 km entre ses points les plus à l'ouest et à l'est. Supprimer ces deux transports rapides et fiables pourrait laisser les Russes livrés à eux-mêmes. Sans transports terrestres ou aériens rapides et fiables, ils risquent d'être bloqués dans des régions parmi les plus inhospitalières du monde, tant géographiquement, économiquement que géopolitiquement. Les secteurs économiques sans Occident sont vidés pour financer la guerre, entraînant comme seule issue de rejoindre l'armée et d'être envoyés en Ukraine. Ce ne sera peut-être pas la seule destination estivale prévue pour les soldats russes ces prochaines années. Selon le service de renseignement extérieur de l'Estonie, dont l'évaluation annuelle pour 2026 est considérée comme l'une des analyses en sources ouvertes les plus fiables des capacités militaires russes, la Russie a produit environ 7 millions d'obus d'artillerie, de mortiers et de roquettes en 2025. C'est plus de 17 fois les quelques 400 000 munitions qu'elle produisait chaque année en 2021, juste avant l'invasion. À cela s'ajoutent 5 à 7 millions de munitions importées de Corée du Nord et d'Iran depuis 2023. Les munitions nord-coréennes couvrant près de la moitié de la consommation d'artillerie russe sur le front ukrainien au second semestre 2025. Cependant, un point du rapport rend ce chiffre stratégiquement préoccupant plutôt qu'impressionnant. La Russie n'utilise pas toutes ses munitions en Ukraine. L'évaluation estonienne indique que Moscou reconstitue des réserves stratégiques fortement épuisées au début de la guerre. La Russie fabrique des munitions plus vite qu'elle ne les utilise sur le champ de bataille. Font-ils des réserves pour autre chose que le front actuel ? Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, estime que la Russie produit en 3 mois plus de munitions que l'OTAN en 1 an. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a affirmé que la Russie est désormais une économie de guerre, visant à soutenir sa campagne en Ukraine et à se préparer à l'avenir. En combinant cette hausse de production au peu de gains territoriaux de la Russie, malgré cet avantage en munitions, la tendance est préoccupante. Si vous produisez autant mais continuez à perdre du terrain ou à stagner, où passe toute cette puissance de feu ? Le gaspillage et la corruption peuvent expliquer cela. Cela implique que les échecs logistiques documentés de la Russie signifient que d'immenses quantités de fournitures n'atteignent jamais efficacement le front. L'autre explication, avancée par le renseignement estonien, est plus inquiétante. La Russie se prépare probablement à un futur conflit, même si la guerre contre l'Ukraine continue. C'est là que la position stratégique de la Russie devient réellement contradictoire. Le Kremlin fait tourner son industrie de défense à pleine capacité, accumulant des munitions comme pour se préparer à un conflit plus vaste. La base économique soutenant la machine de guerre s'effondre clairement. Les sanctions occidentales ont coupé la Russie des importations de technologies nécessaires pour maintenir une production industrielle avancée.
La croissance du PIB de la Russie a ralenti, passant à une estimation de 0,6% à 1% pour 2025 contre 4,3% en 2024, ce qui implique essentiellement que le pays est entièrement dans une économie de guerre et doit mettre fin à la guerre avec succès pour recommencer à croître. Et puis, pas comme toujours, il y a la Chine. La Russie dépend de plus en plus de la Chine pour tout, des semi-conducteurs aux intrants industriels. Cette dépendance donne à Pékin un levier considérable sur Moscou, permettant à Pékin de dicter le prix du pétrole et du gaz russe, qui sont parmi les principales sources de revenus du pays. Ce levier est aussi devenu une influence géopolitique, la Chine utilisant la Russie pour manipuler les institutions occidentales et diminuer l'influence de l'OTAN dans des zones vitales pour son commerce, comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Ainsi, Poutine a fait de la Russie le même type d'État fantoche qu'il voulait créer en Ukraine, mais il a fallu quelques années au reste du monde pour s'en rendre compte. Cela place Poutine dans une position très dangereuse. La stratégie de décapitation rapide et d'absorption a échoué dès la première semaine. La stratégie d'usure visant à épuiser l'Ukraine et à tenir plus longtemps que le soutien occidental a causé 250 000 morts et conduit le système de transport à la quasi-faillite au sein de défaillances institutionnelles généralisées. La stratégie de propagande visant à convaincre les Russes que tout va bien est remise en cause de plusieurs côtés. Les officiers russes manquent de mensonges crédibles et l'annonce de la prise d'un village ne suscite plus l'enthousiasme d'un vrai progrès. Dans le même temps, l'Ukraine continue de démentir tous les rapports faisant état d'avancées russes dans la région, tout en lançant ses propres contre-offensives. Les échecs de la doctrine militaire russe sont apparus quand l'Ukraine a repris toute la région de Kharkiv en quelques jours, lors d'une des opérations les plus efficaces et brutales depuis la Seconde Guerre mondiale, forçant les troupes russes à fuir. Alors, quelles sont les options restantes pour Poutine ? En réalité, la meilleure question serait « à quel point ces options restantes sont-elles dangereuses ?» Malheureusement, le monde doit envisager l'effroyable option nucléaire. L'utilisation d'une arme nucléaire tactique sur le territoire ukrainien n'est plus aussi impensable qu'en 2022, et cette évolution en soi est alarmante. L'engagement régulier des armées occidentales au Moyen-Orient, et récemment en Iran, montre que la dissuasion conventionnelle a un seuil d'efficacité limité. Si la posture nucléaire n'a pas dissuadé les États-Unis et Israël d'approcher une guerre totale avec l'Iran, Poutine pourrait être le prochain à se retrouver désespéré. Une option serait une escalade nucléaire limitée, avec la détonation d'un engin nucléaire de faible puissance, sur une concentration militaire ukrainienne, un centre logistique ou une cible symbolique, servant ainsi plusieurs objectifs du Kremlin. Cela briserait le soutien occidental, testerait la réalité des lignes rouges de l'OTAN, et permettrait à Poutine de changer la narration après des années d'impasse. Les risques, cependant, sont graves dans les deux sens. Une frappe nucléaire sur l'Ukraine déclencherait presque certainement une riposte de l'OTAN, incluant la destruction des moyens militaires russes et la rupture des liens commerciaux restants de la Russie avec le Sud global. Cela accentuerait aussi le malaise chinois face à l'imprévisibilité de Moscou. Pékin s'est opposé publiquement à l'usage d'armes nucléaires en Ukraine, et une frappe obligerait Xi Jinping à s'opposer ouvertement aux États-Unis sur la politique nucléaire. Plus fondamentalement, une frappe nucléaire tactique ne modifierait pas l'arithmétique de la guerre. L'Ukraine pourrait capituler face à la Russie, peu probable, ou poursuivre ses attaques pour reprendre du territoire et recevoir l'aide de l'OTAN. L'OTAN ne quitterait sans doute jamais l'Ukraine, la transformant en martyr pour justifier une dissuasion plus agressive, où la Russie risquerait des frappes nucléaires pour stopper d'autres attaques. Cela laisse Poutine soit mort, soit à la tête d'un pays économiquement et militairement brisé, risquant de perdre des centres de population et des installations militaires majeures. Le deuxième scénario est la stagnation, une décision de geler les lignes actuelles et de limiter les opérations à une moindre intensité. Et consacrer les années suivantes à reconstituer les stocks de munitions, remplacer les blindés perdus et se préparer discrètement à une future offensive de plus grande ampleur. Ce scénario inquiète particulièrement les planificateurs militaires occidentaux, car c'est l'option la plus rationnelle disponible. Une pause de plusieurs années permettrait à la Russie de reconstituer la force de frappe blindée perdue en 2022, de renflouer ses réserves d'artillerie pour soutenir une attaque éclair bien plus puissante que celle qui a échoué à Kiev, et d'attendre un éventuel changement de volonté politique en Occident. Les risques ici sont également importants, et ne font qu'empirer à cause de la géopolitique en jeu. Un conflit gelé suppose que l'Ukraine reste statique pendant que la Russie se reconstruit, ce que l'Ukraine n'a pas accepté. Et surtout,
Toute pause prolongée serait vue par l'OTAN comme une preuve directe de préparatifs pour une guerre plus large. Après tout, il n'y a aucune raison d'arrêter simplement la guerre et de demander la paix, alors que l'on fabrique encore plus d'armes pour ce même conflit. Le troisième scénario, et le plus probable, c'est que nous continuions simplement à voir la même chose encore et encore. La Russie poursuivra de petites offensives pour attirer l'attention médiatique. L'Ukraine mènera d'autres contre-attaques. Si un camp montre une grande faiblesse, la guerre pourrait se finir d'elle-même en 2026. Mais il se pourrait aussi que la guerre stagne sans véritable résolution pendant des années. Chaque mois, la pression interne sur le gouvernement russe augmentera jusqu'à un point de rupture. Quand cela arrivera, The Military Show sera prêt à en parler. Alors restez abonnés pour des vidéos chaque jour. Et en parlant des rapports de l'Estonie, n'oubliez pas de découvrir ce que l'Estonie prévoit de faire dans la guerre apparemment inévitable entre la Russie et l'OTAN en regardant cette vidéo. Et merci comme toujours d'avoir regardé.